Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Parlement éthiopien approuve la levée de l'état d'urgence 3 mois avant l'échéance prévue. Mesure votée ce mardi 15 février alors que les efforts de médiation se poursuivent pour mettre fin au conflit armé qui ravage le nord du pays. Retour sur le 5e forum des entreprises africaines qui a eu lieu le 7 février en Éthiopie. Une rencontre qui était centrée sur les secteurs du tourisme et du transport, deux domaines dans lesquels la Sierra Leone entend se positionner comme acteur clé. Et puis au Sénégal, le statu quo persiste sur les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Aucun accord n'a été trouvé le 12 février au terme de pourparlers entre les deux parties. Tout d'abord, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi 16 février président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. En prêtant serment devant le Conseil, ce dernier a promis de préserver, respecter et faire respecter et défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois. Aucun représentant étranger n'a assisté à la cérémonie de prestation de serment, rappelant que suite au coup d'État du 24 janvier 2022, le Burkina Faso a été suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO. Serait-ce le signe d'un apaisement des tensions en Éthiopie? Ce mardi, la Chambre des représentants a approuvé la levée de l'état d'urgence. Une levée anticipée puisque l'état d'urgence décrété en novembre 2021 au plus fort du conflit armé entre le pouvoir central et les forces armées du TPLF devait durer 6 mois. Nathalie Mo. En Éthiopie, l'état d'urgence de 6 mois décrété en novembre 2021 n'ira pas à son terme. Le 15 février 2022, la Chambre des représentants a approuvé la levée de cette mesure d'exception dans une démarche de retour de la paix dans le pays. Pour des observateurs, cette décision est un signal de dégel des tensions entre le gouvernement central et le Front de libération du peuple du Tigré. Par ailleurs, les forces gouvernementales appuyées par certains pays voisins amis ont pilonné les positions des forces tigrènes, donnant ainsi un léger avantage afin de pouvoir procéder aux négociations autour d'une table et mettre sur pied les conditions d'une sortie de crise. L'état d'urgence a mis en suspens les prérogatives de plusieurs institutions nationales en Éthiopie, le pouvoir judiciaire notamment. Sa levée par le Parlement a également pour but de confier à la justice des dossiers pendants liés au conflit armé qui a opposé l'armée nationale aux forces tigréennes. Le conflit au Tigré a été au centre de beaucoup d'attention, surtout en matière de violation des droits de l'homme, crimes de guerre, sans oublier des milliers de déplacés et réfugiés. Il revient à la justice de déterminer les responsabilités des différentes parties, identifier les meneurs et qui répondent de leurs actes devant des juridictions compétentes. Des craintes seraient de voir une forme de justice des vainqueurs, ce qui permettrait de nourrir des frustrations à l'endroit des vaincus et qui mettrait à mal la construction d'une paix durable. En janvier 2022, le Premier ministre Abiy Ahmed a reconnu que le recours aux armes n'était plus nécessaire pour régler le différend avec le Front de libération du peuple du Tigré. Cependant, après que le gouvernement a proposé la levée de l'état d'urgence il y a 21 jours environ, les forces tigréennes ont repris les combats dans la région Afar. Le procès de l'avocat kényan Paul Gicheru s'est ouvert ce mardi 15 février devant la Cour pénale internationale. Paul Gicheru est accusé d'avoir soudoyé et intimidé des témoins et rendu ainsi impossible la poursuite du procès intenté par la CPI contre le vice-président kényan William Ruto pour crimes contre l'humanité lors des violences électorales de 2007. Il aurait versé des pots de vin allant jusqu'à 1 million de shillings kenyans, soit 9 200 $ selon les procureurs. Des allégations niées par l'accusé qui a plaidé non coupable ce mardi. Notons que ce procès démarre alors que William Ruto est actuellement en pleine campagne pour l'élection présidentielle kenyane d'août prochain. En 2016, son dossier avait fait l'objet d'un non-lieu et non d'un acquittement. L'affaire peut donc être rouverte si de nouvelles preuves refont surface. Analyser les avantages et les implications de la ZLECAf dans le secteur du transport aérien et du tourisme. C'était l'objectif du 5e forum des entreprises africaines qui a eu lieu le 7 février dernier à Addis Abeba. Pour le président de la Sierra Leone, il est impératif
que son pays se positionne comme acteur clé dans le secteur des transports aériens et maritimes afin d'optimiser les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Élise Kenimbeni. Avec l'entrée en vigueur en mai 2019 de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, il est nécessaire pour les pays africains de tirer pleinement profit du commerce intra-africain. Conscients des défis et enjeux cruciaux, plusieurs pays veulent accélérer le développement des infrastructures maritimes, ferroviaires et aériennes afin de bénéficier de la suppression des droits d'importation. C'est le cas de la Sierra Leone. Malgré le fait que la Sierra Leone n'a pas une compagnie aérienne nationale, nous avons pu nous assurer qu'une compagnie aérienne éligible soit désignée pour opérer en Sierra Leone. En outre, en accédant aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens, la Sierra Leone a adopté des principes libéraux pour la négociation des services aériens avec un nombre d'États africains qui ont accepté de réduire certaines restrictions et barrières tarifaires. Ainsi, elle a pu avoir un contrôle de propriété. Au cours des échanges qui ont réuni des chefs d'État, des chefs d'entreprise, décideurs et autres acteurs économiques, le président sierra-léonais s'est exprimé sur le fait qu'il revient au secteur privé, notamment celui du transport, de donner un coup de force au gouvernement qui souhaite stimuler davantage le commerce intra-africain. La Sierra Leone a ratifié la Convention de Montréal et bien d'autres engagements internationaux tels que la Convention de Cape Town et son protocole. Et nous pensons qu'en rendant les itinéraires prévisibles, nous pouvons améliorer les flux touristiques et augmenter le volume de services tout en supportant l'export des biens périssables. Organisé par la Commission économique pour l'Afrique, le 5e forum des entreprises africaines, plus connu sous l'appellation Africa Business Forum, s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 7 février 2022. La thématique a porté sur investir dans les infrastructures de transport multimodal afin d'optimiser les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Focus sur le transport aérien et le tourisme. Toujours dans l'actualité, la Somalie encore victime d'une nouvelle attaque terroriste. 3 personnes ont été tuées ce mercredi matin à la suite de 2 attentats à la bombe perpétrés dans la capitale Mogadiscio. Selon le porte-parole de la police somalienne, le colonel Abdel Fattah Adam, les 2 attentats à la bombe ont visé 2 postes de police dans les districts de Kada et de Dar es Salaam. Les 2 explosions ont été suivies d'affrontements entre les forces de police et des hommes armés, ce qui a entraîné des pertes humaines. Pour l'heure, les attentats n'ont pas été revendiqués, mais le mouvement armé Al-Shabaab, qui a souvent recours à de telles pratiques, est pointé du doigt. La noix de cajou, le nouvel or gris de l'Afrique. Sa transformation connaît un véritable essor sur le continent ces dernières années, en Afrique de l'Ouest notamment. La sous-région à elle seule a enregistré en 2021 une hausse de 43% de la production, soit 267 500 tonnes contre 186 500 tonnes en 2020. Notons que la Côte d'Ivoire se positionne en locomotive sur ce marché. Ameneji. Au cours de l'année 2021, la production de noix de cajou en Afrique de l'Ouest a grimpé de 43,34% à 267 500 tonnes contre 186 500 tonnes en 2020. Selon le Conseil commercial ivoirien pour le secteur agroalimentaire Ncalor, depuis 2016, la production d'amandes en zone ouest africaine a été multipliée par 3,5, hissant la Côte d'Ivoire au 3e rang mondial de la transformation de la noix. La Côte d'Ivoire, qui avec plus d'1 million de tonnes, contribue à 25% de la production mondiale. L'État de Côte d'Ivoire a mis des mesures incitatives à la transformation. L'État de Côte d'Ivoire a pris comme objectif qu'il fallait transformer 50% de notre production nationale sur place. Et pour ce faire, ils ont mis des mesures incitatives à encourager les investisseurs à investir dans la transformation de la noix de cajou. Et c'est cette politique qui fait qu'aujourd'hui nous avons des avancées. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Avec 68 000 tonnes d'amandes, la production du Nigeria voisin enregistre une progression de près de 27%, le Burkina Faso 31% avec 17 000 tonnes et 25% pour le Ghana qui a produit 15 000 tonnes en 2021. Selon des analystes, l'Afrique représente déjà environ 60% de la production mondiale. Des projets comme Work Enterprise, nous avons récemment une structure IRD, International Relief and Development, sous-régionale basée en Gambie, mais
interviennent au Sénégal. Et beaucoup d'activités ont été menées parce qu'ils sont conscients de l'importance de la filière anacarde. Avec 144 500 tonnes d'amandes produites, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de la matière, veut accroître ce rendement. Une volonté qui se manifeste par 3 usines en vue sur les sites agro-industriels de Brobo, Yamoussoukro et Bondoukou. La profonde crise qui sévit dans le secteur de l'éducation sénégalais est loin de trouver son épilogue. Les pourparlers qui ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants samedi 12 février se sont soldés par un échec. Le G7, coalition regroupant des syndicats d'enseignants, entend poursuivre la mobilisation au plus grand désespoir des parents d'élèves. Amenedji. Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal veut débloquer 69 milliards de francs CFA pour la résolution de la crise scolaire en cours. Après plusieurs semaines de grève des enseignants, le gouvernement et les syndicats se sont réunis le 3 puis le 12 février 2022 pour apporter des réponses aux revendications portant principalement sur le système de rémunération. Nous, au niveau de l'association des juristes africains, nous avons sorti même un communiqué avant-hier pour dire qu'en réalité, le droit à l'éducation devrait être mieux respecté et que l'État devait faire preuve d'une plus grande volonté politique. Seulement les propositions qui ont été faites concernant ces milliards, ce sont des propositions qui sont à conjuguer au futur. Or, il semblerait que les enseignants souhaitent que cet argent soit quand même là en monnaie sonnante et trébuchante. Les enseignants jugeant l'indemnité de logement trop faible par rapport aux autres corps de la fonction publique, les autorités veulent la relever de 50 à 60% et augmenter de 100% la prime scolaire. Aujourd'hui, 100%, c'est pratiquement impossible de revalorisation. Il faut progressivement, dans les années à venir, que le gouvernement essaye de proposer un calendrier sur plusieurs années pour pouvoir atteindre quand même le rang normal qui est le leur, parce que les enseignants quand même, c'est un métier noble et ils méritent quand même un salaire décent. La grève n'a fait que trop durer et les pauvres enfants sont pénalisés dans cette situation-là. Donc il est important que le gouvernement et les enseignants, chacun fasse preuve de souplesse. Au-delà de ces revendications, le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire exige le respect des accords signés en 2014. Par conséquent, ils entament une nouvelle phase de leur plan d'action qui a démarré lundi 7 février 2022, allant de débrayage à une grève totale prévue les mercredis 16 et jeudi 17 février 2022. En Afrique du Sud, la fondation Nelson Mandela a décidé de transformer la propriété de l'ancien président en hôtel de luxe. L'établissement qui a ouvert ses portes en août 2021 est dénommé Sanctuary Mandela, un projet qui a fait débat avant même de voir le jour. Kamesh Katapoulé. Des couleurs sobres associées à une décoration d'intérieur minutieuse. Détrompez-vous, cet établissement n'est pas qu'un simple hôtel de luxe. C'est ici que résidait le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Baptisée Sanctuary Mandela, cette ancienne résidence rencontre déjà un franc succès auprès de la clientèle. L'endroit est divin, je ne l'aurais pas imaginé ainsi et tout est beau. Les gens, le service que vous recevez ici, tout est juste top. C'est comme si vous pouviez sentir la présence de Mandela d'une manière ou d'une autre. Situé à Johannesburg, l'hôtel abrite également un restaurant gastronomique. Ici, c'est Xoliswan Doiya qui est aux commandes. La chef cuisinière a été au service de l'ancien président et de sa famille pendant plus de 20 ans. Des années d'expérience qui lui permettent aujourd'hui de confectionner des mets librement inspirés des préférences culinaires de l'ex-dirigeant sud-africain. Tu ne pouvais pas te tromper avec Tata. Quand tu lui cuisinais des légumes, ça devait être une variété parce qu'il voulait de la couleur dans son assiette. Il aimait beaucoup le ragoût de bœuf, alors en ce moment, on prépare des raviolis inspirés de ce plat. D'une capacité de 9 chambres, l'établissement propose des tarifs allant de 4 000 à 15 000 rands, une structure loin de faire l'unanimité. Certains estiment qu'elle ne correspond pas aux valeurs de Nelson Mandela, fervent défenseur de l'égalité. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.